Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Alors ma question, c'est vrai qu'elle s'orientait à t'orienter vers cela, c'est-à-dire passer de l'agriculture urbaine à l'aménagement paysager des villes, parce que c'est vrai que c'est là aussi où tu interviens. Mais il y a beaucoup de vertus à replacer la nature en ville, dans le contexte actuel de réchauffement climatique immense, dans le contexte également des nouvelles politiques liées à la limitation de l'artificialisation des sols. Tu l'as évoqué dans les années 50, 60, 70. On n'en avait à peu près rien à faire. Il y avait des parcelles disponibles et on s'est allé. Aujourd'hui, on ne veut plus cela, c'est-à-dire que on ne construit désormais, et les communes sont assez en difficulté, certaines communes sont assez en difficulté là-dessus, mais on ne construit plus que sur des friches. On ne va plus chercher la petite parcelle agricole qui est à côté pour construire quoi que ce soit. Il y a toutes ces communes qui sont extrêmement minérales. Paris, oui, il y a des parcs, mais on voit bien la différence entre une rue arborée et une rue non arborée. Donc la question en fait de la chaleur en ville, la question aussi extrêmement importante de la gestion des eaux de pluie et des inondations qu'on peut avoir dans de très nombreuses communes que l'on voit sous les eaux après des orages. C'est très souvent parce que les sols ne peuvent plus absorber, ou en tout cas on a enlevé la capacité de ces sols à absorber. En tout cas, voilà, là où j'ai envie de t'emmener, c'est que tu nous expliques un peu ta vision, la manière de voir, mais aussi tes connaissances sur le sujet, c'est-à-dire celui des villes qu'on a désadaptées d'une part en fait à la nature, la manière en fait dont la nature est un allié du vivant et aussi en fait des êtres humains, et évidemment en fait le rôle de Merci Raymond sur tous ces sujets. Alors là, c'est question grand oral, ouais, voilà. Très bonne question, qui a plein d'éléments. On va dire que l'urbain, il a été déconnecté de la ville. Nos parents, nos grands-parents ont grandi à la campagne ou proche de la ville et sont allés en ville pour travailler. Et la nouvelle génération qui est originaire des villes n'a pas eu cette connexion au vivant. L'aménagement des villes, la planification urbaine telle qu'elle a été faite dans les années 70, 80, 90, 2000, était faite sur un aspect plutôt économique ou utilitaire. On va mettre les logements là, on va mettre les zones d'activité là, on va mettre les centres commerciaux là. Donc c'était ça qui fléchait une construction d'une ville, l'activité économique. Aujourd'hui, ce qui oriente la planification, c'est l'écologie. Et donc, on va se dire plutôt qu'aménager tel parc d'activité, on va voir comment renaturer telle friche, comme tu le disais. Et ça, c'est ce qui définit les politiques des grands ensembles. D'ailleurs, quand tu parles avec des grands aménageurs, ils te disent aujourd'hui, il n'y a plus aucun quartier aménagé. Parce qu'en fait, quand tu es aménageur, c'est facile. Tu arrives sur un terrain qui est un terrain agricole, qui est vierge. Tu n'auras pas de recours de voisins parce qu'en fait, il n'y a personne. Ouais. Tu pourras faire venir tes camions comme tu veux parce qu'il n'y a pas la ville. Donc, c'est pas compliqué. Ouais. Tu arrives, tu construis des boîtes, clac, et tu as un quartier qui sort. C'est ce qui est fait. Et là, il y a encore des quartiers qui se terminent bientôt. Mais pour parler avec eux, il y en aura quasiment plus, en fait. Voilà. Ouais, c'est fini, ça. C'est fini, voilà. Donc, on parle de l'existant. On parle de l'existant. Donc, on parle de la réhabilitation, on parle de la renaturation ou la revalorisation de friches. Ce qui un peu les emmerde, parce que du coup, derrière, ils ont moins de marge, ils gagnent moins d'argent. Mais ils en gagnent quand même beaucoup. Ouais, c'est des coûts supplémentaires C'est aussi. Des nouveaux modèles qui s'inventent. Et donc, d'ailleurs, quand tu parles avec aussi des promoteurs, ils sont en train de se réinventer, pivoter sur ce qu'ils appellent l'héritage, l'existant. C'est-à-dire comment on revalorise un bâtiment, même si ça coûte plus cher à revaloriser. En tout cas, c'est là-dessus qu'ils se spécialisent. Et même maintenant, pour être encore meilleur, ils construisent en atelier, donc ce qu'ils appellent en ossature bois. Donc en fait, ils montent des maisons en kit avant d'intervenir. Et ils arrivent et clac, en 3 semaines, le bâtiment est posé. Ce qui est assez impressionnant. Et ça, ils le font pour même des bâtiments qui sont pas standardisés. Nous, on a remporté un concours comme ça à la Défense sur une tour. Un beau concours avec le promoteur GA Smart Building, qui est un Toulousain. Eux, ils arrivent, tout est fait en atelier et ils te montent une tour quittée. Ok, mais quoi, c'est combien d'étages? C'est une tour, j'ai pas le nombre exact d'étages, mais il y a plus de 10 étages, plus de 15 étages. Et en tout cas, c'est une tour qui est complètement en bois, 100% bois, et qui est montée en amont.
Tout ça pour dire qu'en fait, il y a des nouvelles pratiques qui se font. Et là où tu as raison, c'est que il y a des lois. Il y a aussi un système légal qui se met en place. On a la loi Résilience et Climat en 2021 qui a poussé les prémices du ZAN, zéro artificialisation nette des sols, sur lesquels les territoires sont encore en discussion sur les décrets d'application, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est aussi faire profiter ceux qui ont déjà une activité économique, puisqu'en fait, le nouveau territoire, celui qui a envie de devenir attractif demain, il peut pas. Qui est un petit village et qui te dit « Ouais, mais moi, j'aimerais faire venir telle usine qui va permettre de créer de l'emploi, qui va permettre de faire venir du monde et finalement revaloriser ma région », je peux plus parce que j'ai plus de terrain où je peux faire venir des gens. Là où lui, en face, qui a complètement fait n'importe quoi sur des friches où il a tout mis des dalles béton un peu dégueulasses sur des centres commerciaux, lui, il pourra parce qu'il a déjà du foncier artificialisé quelque part. Ouais. Donc, ils sont en train de réfléchir comment faire de la compensation ou autre. Tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est un frein à l'étalement des villes. Et maintenant, on va monter sur ce qu'on appelle la densité. Donc, on va faire grandir les villes. Mais pour accepter cette densité, il faut qu'il y ait des espaces vivables parce que si on va comme à New York où tu as des grands buildings, si tu n'as pas Manhattan Square, en fait, ça marche pas. Donc, il faut des jardins. Et c'est là où nous, on intervient, merci Raymond. On intervient sur les toits, on intervient sur la cœur d'îlot, on intervient sur les rues, sur tout type d'aménagement, que ce soit privé ou public. Donc, par exemple, là, on travaille avec la ville de Paris sur les cours oasis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que les cours d'école sont des lieux inutilisés le week-end ou les périodes de vacances, qui pourraient être finalement ouvertes aux habitants. Et donc, on en refait des jardins. On en crée des jardins pour faire des oasis. On a pareil sur les rues. Devant les écoles, elles se refont, en fait. C'est-à-dire qu'on considère qu'il faut, devant une école, qu'il y ait des jardins ou une rue piétonne, qu'on a un aménagement de la ville, de l'améliorer et de faire mieux accepter auprès des habitants. Mais ça nécessite aussi un changement de mentalité. Je vais pas faire le parallèle avec le vélo, mais on pourrait se dire que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que il y a une guerre aux voitures en ville. Parce que une place de parking occupée par une voiture, c'est du temps d'espace public utilisé sur lesquels des habitants peuvent pas aller. Voilà. On bloque, en fait, on privatise une place de parking sur un espace public pour une voiture où il y a personne dedans et quand il va la prendre, il sera tout seul pour aller sur son périph', je ne sais où. Pourquoi pas, et ça a été un peu le post-Covid, où tu as les commerçants qui se sont mis à exploiter les terrasses devant à la place des parkings. Et là, il y a une prise de conscience de se dire, mais en fait, c'est clair, il y a de la place pour s'étaler là où tout le monde cherche une petite place au soleil en ville. Là, j'ai des terrasses qui doublent de surface partout. Ces terrasses-là peuvent devenir peut-être aussi des jardins. Donc, on est en train de revoir un peu tout reconfigurer aussi. De reconfigurer complètement. Et ce qui est assez génial, c'est que c'est même pas un débat de gauche-droite. C'est-à-dire que ça fait l'unanimité des politiques. C'est-à-dire que tu vas dans des villes qui sont de gauche ou des villes qui sont de droite. La question de la végétalisation est une des priorités parce que c'est une demande première des citoyens. C'est vraiment devenu un sujet œcuménique. Exactement. C'est un sujet qui fait l'unanimité. Et d'ailleurs, je pense que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux à Paris, etc. Mais quand on verra qu'il y aura plus de jardins et peut-être que les arbres, ils auront bien poussé, etc., il y aura une meilleure acceptabilité des espaces publics en ville. Et ça me fait faire un parallèle aussi avec les plans locaux d'urbanisme, donc le PLU. Et aujourd'hui, la ville de Paris est assez pionnière là-dessus puisqu'ils ont lancé ce qu'ils appellent un PLU bioclimatique, où en gros, ils intègrent dans le plan local les questions climatiques et notamment les enjeux de jardin. D'accord. Et donc demain, quelqu'un qui veut construire en ville, il y a comme un système de bonus. Il doit derrière, en échange, soit intégrer une végétalisation du toit, soit du cœur d'îlot, soit compenser avec différents espaces pour contribuer à la nature en ville. Alors tu vois, tu le sais à tes dépens, mais je vis à Rennes et ils sont assez en avance, je crois, sur ces questions-là. Et lorsque tu rénoves ou quand tu construis, tu es obligé, en proportion, de créer un espace vert. Toit végétal, effectivement, en fait, les toits végétaux ou végétalisés, en fait, comptent, les jardins, etc. Il y a de nouvelles aussi dispositions, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment avec la Covid, on s'est rendu compte que déjà, il y avait beaucoup de personnes qui quittaient Paris, qui allaient vivre dans des villes en province, souvent d'autres métropoles comme Bordeaux, Nantes, Rennes. Donc, il y a une tension immobilière qui est quand même relativement importante. Et Rennes, notamment, parce que c'est la ville où j'habite et un exemple assez facilement cité. Il y a encore pas mal de maisons, mais des maisons, des petits logements qui occupent quand même des grandes surfaces en termes de superficie de parcelles. Les promoteurs les achètent et on concentre l'habitat
effectivement, avec des bâtiments, donc tu l'as dit, on densifie. Et plus on densifie, plus on a de population, et effectivement, plus on a besoin de zones de respiration. Est-ce que tu vois dans quelle mesure ces communes arrivent également à dégager de nouveaux espaces verts? Tu l'as évoqué avec ces places de parking, mais aujourd'hui, les places de parking, c'est souvent des petites surfaces qui vont plutôt servir à l'écomobilité, et notamment en fait à faire des voies vélo. Tu vois. Donc c'est quoi? Comment tu vois ces évolutions-là? Est-ce que tu vas avoir souvent surtout dans des villes très très minérales, des places qui vont être repensées, notamment. Alors il y a plein d'exemples parce que nous on a développé des bureaux à Marseille, à Bordeaux, donc j'ai un petit peu aussi identifié d'autres villes. Toulouse aussi, j'ai passé pas mal de temps. Lyon. T'as soit des villes qui ont à une époque, en fait, pour des questions financières, pour gérer les frais d'entretien de jardin, ils n'avaient pas envie de payer le jardinier qui allait entretenir le gazon ou les arbres. Ils ont préféré mettre une dalle béton. Donc, t'as plein de parcs et jardins qui se sont bétonisés. Donc, par flemme. Par coût. En fait, c'est parce que ça coûte de l'argent d'entretenir des espaces verts. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'une dalle béton, c'est gratuit, quoi. Derrière, une fois tu l'as mise, derrière, t'as plus. Alors, si tu dois la balayer, mais au-delà de ça, il y a rien. Et donc, à Marseille, par exemple, on a eu beaucoup ça. Aujourd'hui, on déconstruit, on débétonise, en fait. Bordeaux, par exemple, on a tout l'aménagement des berges, bord de Garonne. On va avoir aussi les nouveaux quartiers qui vont se construire. On va intégrer forcément des paysagistes dans les programmes. Ça aussi, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que avant, on faisait un projet immobilier. On n'appelait pas un paysagiste dans la phase concours. C'était archi et promoteur. Et d'ailleurs, l'architecte, une fois qu'il avait gagné le projet, puis qu'il avait réalisé, il y avait un petit espace disponible. Il disait, tiens, d'ailleurs, on va aller appeler, j'ai un copain qui est paysagiste, on va le mettre sur le coup. Maintenant, ça devient en conception. Et moi, j'aime bien une phrase de Renzo Piano, qui est un archi un peu star, qui dit, on lui demandait de construire un campus. Et lui, il disait, non, moi, je vais pas construire un campus scolaire. Il disait, moi, je vais construire un parc. Et dans ce parc, il y aura un campus. Et en fait, c'est juste de revoir le rapport du bâti et de dire, en fait, le bâtiment, il est dans un espace paysager plutôt que un espace paysager qui est autour du bâtiment. En fait. Et donc, c'est ce rapport-là. Le bâtiment. Exactement, voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi beaucoup les villes qui ont essayé avec ce qu'ils appellent les permis de végétaliser, donc d'autoriser des particuliers à utiliser des espaces publics, soit devant chez eux, soit sur leur cœur d'îlot ou autre, pour faire un petit jardin. Donc, ça aussi, ça a été un moyen. La ville d'Angers, par exemple, s'est saisie de ce programme-là et a très bien fonctionné. Derrière eux, la ville, ils s'engagent à passer la rosée avec leurs équipes de services d'entretien, par exemple. Voilà. il se passe pas mal d'éléments qui font évoluer cette approche du végétal. Et après, il y a une autre contrainte aussi qu'on a et qu'on oublie un petit peu, c'est aussi les questions des portances. C'est-à-dire que on a beaucoup de places sur lesquelles en dessous il y a des parkings. Et donc en fait, pour pouvoir construire un jardin sur certaines places, ça coûterait extrêmement cher de consolider le parking. Et donc, on va avoir plutôt de la végétalisation sur bac, donc qui va être plutôt, on va dire, hors sol, mais qui va permettre quand même de rafraîchir certains espaces. Non, mais c'est ça le truc, c'est pour tout, en vérité. On voit bien qu'on est aujourd'hui à une étape où on doit déconstruire, et pas que mentalement. On doit aussi déconstruire physiquement. Or, il y a des limites. Je pense que les limites, elles ne sont plus liées à l'acceptation de la population et des individus, parce que tu l'as rappelé tout à l'heure, ce sont des nécessités absolues et les gens attendent vraiment, en fait, ces îlots de fraîcheur, ces îlots de verre, de nature, en ville. On a aussi la possibilité de sortir, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait pas rentrer ça chez soi et dans les villes. Mais inflation, taux d'intérêt extrême, déficit budgétaire du pays, raréfaction du crédit, raréfaction des financements. Là, manifestement, il faut trouver 15 milliards d'euros d'économies en France et on va taper sur les collectivités, on va raboter les budgets des collectivités. Le budget des collectivités, ça sera ça en moins sur ce genre de projet, parce que qui s'occupe des villes ? Ce sont les villes, ce sont les métropoles, ça peut être aussi les intercommunalités, mais ils ont besoin de budget, ils ont besoin d'investissement. Et, ils ont la possibilité, s'ils veulent, d'augmenter les impôts aussi des contribuables pour aller vers du mieux. Est-ce que là, il y a une forme d'acceptation que les citoyens paient une dîme supplémentaire justement pour accéder à ce mieux commun ? Enfin bref, tu as bien compris ma question. Il y a des enjeux financiers colossaux, et je ne suis pas sûr, à toi de me dire, parce que tu es à l'intérieur de ce processus de transformation, je ne suis pas sûr, en fait, qu'on y aille radicalement
à cause de ces problèmes, encore une fois, financiers? Alors là-dessus, en effet, il y a des gros problèmes financiers. D'ailleurs, les villes n'ont pas d'argent, ça c'est un fait. Maintenant, sur des programmes d'aménagement urbain avec des acteurs de l'immobilier, eux, ils ont de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on va donner des droits à construire à quelqu'un. En échange, il va participer à contribuer à la collectivité. Donc, tu gagnes de l'argent avec le bâtiment sur le terrain sur lequel on t'a donné un droit, mais en échange, tu vas me faire un jardin là. Donc ça, c'est ce qui arrive de plus en plus. Donc ça, c'est à travers les acteurs privés de l'immobilier. Mais ils feront toujours, pour eux, en fait, une dépense doit rapporter, tu vois. Donc, même si ils vont devoir intégrer ce genre de coûts supplémentaires, à la fin, la facture de la maison, de l'appartement que tu vas acheter, comprendra ce coût supplémentaire. En fait, ça devient, par exemple, maintenant, quand il y a des nouveaux quartiers qui se construisent, eux, ils valorisent le fait qu'il y a un jardin. Parce qu'en fait, c'est une demande des habitants. C'est-à-dire que moi, ils vont pas vendre leur logement si demain, il n'y a pas le jardin. Parce qu'ils vont dire, bah tiens, ce bâtiment, regardez, vous avez accès à un magnifique jardin. Ce jardin, il est jardin public, il est accessible aux écoles, etc. Et donc, indirectement, ça va contribuer, lui, à son attractivité de son bâtiment. Ça, c'est un exemple. Et ensuite, on a aussi et surtout beaucoup de fonds européens qui sont aujourd'hui fléchés pour contribuer à ces enjeux écologiques. Donc, que ce soit la renaturation, la biodiversité, la revalorisation des sols. Donc, encore une fois, on le sait peu, mais les collectivités territoriales ou les mairies touchent de l'argent de l'Union européenne pour financer cette fonds FEDER. Exactement, c'est les fonds FEDER. C'est exactement ça. C'est un autre point. Et ensuite, on a les villes qui, eux, dans l'aménagement de la ville, ont des services d'entretien des techniciens. Donc, ils ont souvent ils ont leurs propres équipes. C'est pas forcément des entreprises comme Merci Raymond qui interviennent. Et heureusement qu'ils ont leurs équipes. Ils font pousser leurs arbres, ils ont leurs pépinières. Et donc, il y a aussi une infrastructure en amont qui existe, mais sur lesquelles c'est peu communiqué, peu valorisé. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on se pose aussi peut-être plus la question de, tiens, il y a un parc où il y a des nouveaux arbres, etc. Là où avant, on considérait, c'est une rue. Donc, il y a plus d'attention qui est mise. Mais ça, c'est tant mieux. Mais en fait, les équipes travaillent quand même. Il y a un vrai travail qui est fait sur la végétalisation au quotidien. Et, Bah oui, ça existe depuis longtemps parce que c'est marrant parce qu'on prend la voiture, le vélo, ce que tu veux. On franchit les portes de la ville et puis on se rappelle tous, on voit tous, comme une fleurie, 1, 2, 3 ou 4 étoiles, ça va jusqu'à 4 étoiles. Ça participe, alors c'est peut-être pas suffisant, c'est certainement pas suffisant, mais ça participe à une forme de végétalisation de la commune. Mais je reviens à ma question. Une ville a une énorme place bétonnée, genre 4 arbres, mais énorme place bétonnée. Allez, je fais simple, il n'y a pas de parking en dessous. Il y a forcément des réseaux et compagnie, mais disons, il n'y a pas de parking en dessous. Cette place peut accueillir un certain nombre d'événements, genre fêtes foraines, départ de course à pied, genre marathon, etc. Donc, il y a quand même une petite utilité. Elle est réduite, mais il y a quand même une petite utilité quant aux animations de la ville. Mais à 80-90%, en vérité, tu l'as évoqué tout à l'heure, les habitants traversent la place, ils tournent pas la tête et puis ils avancent. Donc, cette place, qui est toute grise, probablement avec du granit, ou comment la transforme-t-on en un puits de carbone, en un îlot de fraîcheur, en un parc qui va bénéficier aux familles, aux seniors, aux habitants, aux personnes qui y travaillent, qui vont pouvoir prendre un sandwich et aller déjeuner quand il fait beau. Comment on fait encore une fois en considérant que ça va coûter un pognon absolument incroyable. Est-ce qu'il faut juste de la volonté politique? Est-ce qu'il faut de la planification économique et écologique? Est-ce qu'il faut Il faut tout ça parce que c'est vrai que c'est des temps longs, donc c'est pas sûr que l'élu sera encore là au prochain mandat. Absolument. Donc il y a de ça aussi, donc il faut qu'il accepte le temps long, et souvent il y a une vision très court-termiste de son mandat parce qu'il faut des résultats rapides pour que derrière il se fasse réélire, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs d'immobilier qui vont te dire c'est plus simple de travailler dans une commune où l'élu il est là depuis longtemps parce qu'au moins on sait que il a envie de rester et il tient sa grille, entre guillemets. Donc il y a cette vision long terme, et ensuite il va trouver des fonds au niveau de la région, au niveau de l'État, au niveau peut-être différents partenaires mécènes aussi d'un programme immobilier. Mais ça existe. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends la place de la Bastille, alors ce qu'on veut du programme immobilier, enfin de l'aménagement paysager ou autre, il y a quand même un certain nombre d'arbres et un certain nombre d'assises, un skatepark, voilà. Auparavant, ça accueillait des tentes pour faire des événements type marché, de foire d'art ou autre, qu'il n'y a plus. Donc, c'est-à-dire que ça, ils ont décidé de le mettre ailleurs, sur peut-être des espaces
mieux adapté à ça. C'est forcément certains sacrifices qui sont faits. Pareil, il y avait plus de place pour les voitures qui pouvaient rouler autour de la Bastille. Là, aujourd'hui, se pose la question de la place de la Concorde, par exemple, qui va être réaménagée. On a d'autres villes, tu peux penser à Nice, qui est une ville où il y a une grande place comme ça, qui est en train d'être réhabilitée aussi d'un point de vue végétal. Globalement, ça fait du mieux vivre et les habitants, ils s'y retrouvent mieux. Ouais. Et après, côté foncière, immobilière, tu peux te dire que demain, il pourrait y avoir peut-être des commerçants qui pourraient participer un petit peu, parce que ça va faire valoriser leur commerce, ça va aussi faire valoriser tout le patrimoine immobilier des propriétaires, puisqu'en fait, ça sera plus une place ou un rond-point où il y a plein de voitures, ça sera un jardin. Donc derrière, les gens ils vont vouloir plus venir vivre ici. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que quand tu regardes les recherches immobilières de pas mal de citadins, ils disent « j'ai envie d'être à proximité d'un parc ».